L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir chers internautes, vous êtes sur ESAE Télévision, c'est votre émission Le Monde en 52 minutes cet après-midi. Nous irons d'abord du côté de Tripoli où l'ONU fustige l'interdiction pour les femmes de voyager seules. Nous nous rendrons ensuite en Italie où Rome a convoqué les différents acteurs pour une conférence méditerranéenne sur l'émigration. Une petite escale du côté de l'État hébreu. Nous allons très rapidement parler de la réforme judiciaire et si le temps nous le permet, nous allons clôturer par l'Australie où nous avons des exercices militaires inédits qui regroupent 13 pays. Mes invités ne sont plus à présenter, vous les connaissez mieux que moi. Il s'agit de Morgan Asokba Metondi. Il est consultant géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec nous, Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Nous démarrons par l'Afrique du Nord, du côté de la Libye, où l'ONU fustige l'interdiction des femmes de voyager toutes seules. La politique du gouvernement libyen d'empêcher les femmes de voyager seules est condamnée par les Nations Unies, Morgane. C'est une situation assez compréhensible, surtout lorsqu'on se tient à cette ère du développement de ce qu'on entend tous par les droits de l'homme. La liberté de circuler, d'aller et de venir est quelque chose qui appartient à tout individu ou tout être humain sans distinction de sexe. Et nous sommes dans un cas où il y a une distinction. On interdit à la femme de voyager toute seule. Et donc, dans le cadre du droit international, c'est très compréhensible. Mais il faut aussi comprendre le contexte de la Libye où le caractère d'insécurité qui règne peut expliquer ou pourrait expliquer cette volonté du gouvernement libyen par une anticipation demander à la gente féminine d'éviter de voyager seule. C'est une autre façon de voir la chose. Et si on s'en tient réellement au contexte sécuritaire de la Libye, c'est assez compréhensible. Maintenant, est-ce qu'il faut s'appesantir sur la question des droits internationaux et des droits de l'homme ou comprendre simplement et aller avec le contexte sécuritaire de la Libye? Je pense que dans une perspective même de la préservation de la vie humaine, si le choix était à faire, le leadership prendrait la solution qui préserverait la vie humaine. Alors, Hamzat, vous qui êtes un expert en relations internationales, c'est une mesure qui aurait été prise en catimini par le gouvernement d'Abdel Deba. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, la Libye reste un État divisé, fragmenté depuis... Ah oui, là, il faut préciser que c'est la Libye de l'Est qui a pris cette décision. Oui, mais la Libye en général reste divisée depuis la chute de Muammar Kadhafi il y a quelques années. Et l'union n'est pas effective. Et la Libye, on a toujours deux Libyes à l'heure où nous parlons. Et même le gouvernement principal de Tripoli est obligé parfois, pour gouverner, de serrer la main au diable. Et le diable ici, c'est qui? C'est les islamistes. Et quand vous êtes en politique et surtout quand vous occupez le rôle
qui est celui de Premier ministre, donc chef de gouvernement, censé unifier tout un pays, censé régler la question de la pacification et de l'unification de la Libye, vous êtes parfois obligé de faire des choix très durs. Et serrer la main aux islamistes revient à quoi? Ça veut dire, quelque part, accepter, même si c'est de façon tacite, c'est accepter donc une régression du droit de la femme en Libye. Alors, beaucoup se disent, pourquoi maintenant? La question du droit des femmes en Libye est une question sempiternelle, c'est-à-dire toujours posée, à laquelle on ne trouve pas de réponse. Et c'est pas 2023 qui a tiré le voile sur la question des femmes, hein, par rapport à leurs droits, par rapport à leur liberté d'expression, entre autres. Non, c'est pas 2023, ça datait bien d'avant. Ça datait de plusieurs années en amont. Donc, serrer cette main à ces islamistes, c'est une façon de pouvoir mieux gouverner. C'est une façon aussi d'accepter indirectement que oui, on accepte, enfin, on est d'accord que les droits des femmes soient en nette régression, mais c'est un principe pour aller vers une pacification du pays et aussi vers une unification politique du pays. Le deuxième élément que je vais souligner par rapport aux raisons qui amènent la Libye à aller vers cet extrême, parce qu'il faut rappeler que c'est bien un cas extrême, parce qu'accepter qu'il y ait régression des droits des femmes, c'est absolument une régression sur le droit international. La Libye a déjà signé plusieurs accords dans les années 70, et bien entendu, on peut comprendre que ces accords aujourd'hui n'entrent plus dans la sphère politique actuelle de la Libye. Et il faut rappeler aussi que la Libye n'est pas du tout prête pour l'instant à faire le grand bond en avant pour le changement. Quand je parle du changement, c'est le changement de l'alternance démocratique qui allie à la fois les droits de l'homme, aussi bien que les droits des femmes, mais aussi qui allie une certaine aspiration vers la liberté générale. La Libye en est encore pour l'instant très loin. On verra, hein, dans l'évolution, je vais dire, de cette situation, la posture surtout des Libyens eux-mêmes, parce qu'on se demande quelle est la position des Libyens sur la question, ou si vous voulez, quelle est la position des Libyennes, parce qu'il s'agit bien entendu d'une question qui engage surtout les Libyennes. Okay. Alors, Morgan, dites-moi un peu, cette politique discriminatoire, c'est vrai, ça nous le reconnaissons tous, mais alors tout porte à croire qu'aujourd'hui, les autorités libyennes ont plus peur des islamistes que des Nations Unies. Non, c'est pas une question de peur. Si on l'apprécie sous cet angle, on serait en train de mettre de côté la situation factuelle sur le terrain. C'est pas une question de peur, mais c'est beaucoup plus une question de contextualisation de processus de prise de décision. Vous savez, si le gouvernement libyen se met dans une logique de l'ONU, ce n'est pas l'ONU qui est en Libye, avec le gouvernement libyen. L'ONU n'est pas un acteur majeur de la déstabilisation de la Libye et pas forcément un acteur majeur de la stabilisation de la Libye. L'ONU est un acteur externe, important de la scène internationale, qui a des principes de fonctionnement, mais que les principes de fonctionnement de l'ONU s'érigent en principes de fonctionnement étatique dans un contexte donné, c'est difficile. Et donc, si vous voulez rester dans une objectivité de l'approche du processus de prise de décision qui doit tenir compte des facteurs directs et des facteurs indirects, de l'opportunité, qui doit analyser ce qu'on appelle le cost and benefit et tenir compte de ces différents intérêts, surtout rester dans une logique de préservation de la vie des population en Libye et surtout de l'intégrité territoriale de la Libye, cette décision est compréhensible parce que les islamistes et tous ceux qui sont sur le terrain constituent les acteurs majeurs de la déstabilisation. Et toute stabilisation de la Libye passe par une sorte de concession de part et d'autre des différents acteurs protagonistes ou qui s'inscrivent dans la situation conflictuelle afin qu'on puisse avancer. Et si on considère ce que vient de faire le gouvernement libyen comme une concession, il serait bien de voir quelle est donc la contrepartie de cette concession
qui justifierait ce comportement du gouvernement. Alors, de l'autre côté, hein, le gouvernement a tant bien que mal essayé de donner des explications aux experts de l'ONU. Mais alors, si 60 jours après avoir essayé de donner ces explications aux Nations Unies et que les experts de l'ONU tentent de dénoncer aujourd'hui cette situation discriminatoire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que nous assistons déjà à des exactions de ce côté-là? Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de l'ONU? L'ONU joue son rôle, celui de dénoncer, je veux parler au niveau de dénoncer, de la Libye. celui surtout d'amener les consciences à être informés de ce qui se passe en Libye. Et il ne faut jamais rester silencieux face à un drame. Et je pense que c'est ça le rôle de l'ONU. À chaque fois, il faut lever de la voix, et à chaque fois aussi, quand les têtes sont violées, les textes signés lors des conventions internationales, eh bien, il est important qu'on puisse dénoncer pour que, voilà, les choses puissent revenir dans l'ordre. Mais aujourd'hui, en Libye, on est encore très loin de l'ordre, parce que c'est vrai que la Libye a signé en 2021 une convention des Nations Unies liée justement aux droits des femmes. Et c'est contesté aujourd'hui. C'est contesté, complètement remis en question. Et même si le gouvernement, en l'occurrence le ministre de la femme, a évoqué que les traités ou les tests n'ont été en aucun cas violés, c'est un peu un déni politique. Un déni politique parce qu'elle est aussi dans une certaine démarche de ne pas trahir sa famille politique et en même temps de ne pas mettre en cause les islamistes, surtout, qui prennent beaucoup plus de poids dans cette sphère politique libyenne. Et comme l'objectif, c'est bien entendu la réunification de la Libye ou la pacification de la Libye, eh bien parfois il faut faire ces concessions qui sont très lourdes pour l'avenir et en même temps catastrophiques, parce que on doit se rendre bien compte que priver les femmes de ce droit à disposer de leur liberté, à aller circuler, ça reste un drame en réalité, ça reste un drame. Et le discours politique ne va pas nous faire changer d'avis ou d'opinion par rapport à la question. Certes, il y a le contexte libyen qui est un contexte particulier. Déjà, géographiquement, la Libye est dans le Maghreb et on sait que dans cette zone, la liberté des femmes est restreinte et toujours remise en question. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la Libye sort d'une crise politique, d'une crise aussi liée à un conflit. Je ne serai pas autant d'avis avec mon confrère qui a dit que la crise n'était pas causée par l'ONU, parce que l'ONU, on a vu une ONU silencieuse tout de même. Elle était silencieuse, mais elle dénonce quand même, Hamzat. Oui, dénoncer, jouer les médecins après la mort. C'est ce que moi je dénonce en réalité. L'ONU a été témoin du spectacle désastreux auquel on a eu droit en Libye. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se constituer aussi en médecin après la mort pour condamner ou non. Pour revenir vraiment au centre de la question, je pense que l'ONU joue aujourd'hui son rôle, celui d'alerter et j'espère. Pardon? C'est le médecin après la mort. Si, c'est le médecin après la mort quand j'évoque le contexte pré-crise. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape. Aujourd'hui, la Libye aspire à une certaine paix, à une certaine stabilité, déjà politique, sociale, ensuite et économique. On en est encore bien loin. Mais ça fait partie de ces concessions qui vont peut-être faire avancer le programme politique du Premier ministre et peut-être réussir un jour à réunir la Libye avec l'Est voisin. Ok. Alors, Morgane, quand on regarde un peu la géopolitique de la Libye, Hamzat l'a souligné tout à l'heure, le pays a eu à signer un traité avec les Nations Unies par rapport aux droits humains, mais en 2022, les autorités libyennes ont remis ce traité. Ils ont même carrément annulé ce traité. Alors aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas déjà un indice que les Nations Unies devaient commencer par comprendre que quelque chose va changer par rapport aux droits des femmes dans ce pays-là? Je suis entièrement d'accord avec vous si vous développez cette logique. Et si vous permettez, il faut quand même dire que en tant qu'institution internationale, l'ONU, face à certaines situations, ne peut qu'adopter un seul comportement, le comportement de l'observateur. On ne peut qu'observer. Parce que lorsque la situation implique des acteurs à chaud, c'est risquer la vie
des fonctionnaires internationaux que de les envoyer ou de les dépêcher dans une zone conflictuelle, ce qui serait contraire au respect même des tests internationaux. Donc, dire que l'ONU se comporte comme un médecin après la mort, je pense que ce serait bien d'attirer... Hamza ne sera pas content, du tout pas, alors. Hein? Les acteurs. C'est qu'il va renchérir, le connaissant, il va pas... Maintenant, pour revenir, il faut dire que l'ONU n'a pas pour vocation d'intervenir directement dans un État pour s'occuper des questions domestiques. Elle peut émettre des avis. Est-ce que c'était un signal? Vous savez, même lorsqu'on parle des traités internationaux, il y a ce qu'on appelle le cas de rebus sic stantibus, ce qui signifie que l'un des acteurs de ce traité se retrouve dans une situation où il ne peut plus respecter son traité. Pas qu'il ne veut pas respecter le traité, mais le contexte dans lequel il se retrouve l'empêche de respecter le contrat, le traité qu'il a signé. Et quand vous regardez la situation de la Libye est dans une situation complexe qui ne lui permet pas forcément de respecter correctement l'ensemble des tests internationaux. Je ne sais pas ce qui a fondamentalement motivé ce qu'on est en train de cartésier de régression des droits de la femme, mais j'estime que quand vous regardez le contexte sécuritaire de la Libye et que vous regardez le traitement qui est fait déjà aux étrangers, que vous regardez la difficulté économique que traverse le pays et même les violences qu'on peut observer de part et d'autre, c'est dans une logique, cela pourrait s'inscrire dans une logique de préservation même de la vie de la femme. Et lorsqu'on connaît le taux de criminalité un peu partout dans le monde et qu'on observe la tendance criminelle qui va surtout à l'encontre de la femme, on pourrait comprendre cela. Cela n'explique pas le fait qu'on ait une régression, mais je dis simplement qu'il y a un cas qui empêcherait probablement le gouvernement libyen de respecter à la lettre des engagements, fut-il des engagements qu'ils aient signés hier. Si la situation change aujourd'hui, tout change. On a assisté au cas du Covid. Lorsqu'on a eu affaire au Covid il y a quelques années, tous les pays ont mis en berne les différents contrats, accords, que ce soit commercial, que ce soit partenarial, sur plusieurs plans. Même sur le plan des engagements financiers que certains États avaient, que certaines institutions. Ils ont dû remettre en cause le financement. Donc je pense que nous sommes dans un cas de rebus sic stantibus qui pourrait justifier le comportement et que l'ONU n'aurait pas pu faire grand chose. Alors pour sortir du sujet libyen cet après-midi, c'est vrai, les droits des femmes sont en recul dans ce pays, comme l'a dit Hamzat et comme également vous l'avez reconnu. Est-ce que nous ne tendons pas vers une république fondamentaliste de l'Est libyen? Non, moi je pense qu'on tend beaucoup plus vers un État failli. La Libye est le prototype de l'État failli. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de programme politique sur le long terme, le social n'est pas pris en considération, l'économique bien entendu, est à terre. Et quand vous prenez ces différents paramètres, vous allez vous rendre compte que la sécurité en Libye est en déliquescence, en chute libre. Vous ne pouvez pas circuler librement, autant que vous êtes femme ou autant que vous êtes un homme. Vous ne pouvez pas circuler librement, encore plus si vous êtes immigré ou si vous êtes un étranger. Parce que disons les choses telles qu'elles sont. Si vous êtes un étranger en Libye, vous êtes en danger permanent et perpétuel. Et je ne le dis pas parce que je lis les médias, je le dis parce que c'est vraiment ce qui est aujourd'hui en Libye. Donc, face à un État failli, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre la main tendue de l'ONU, d'une ONU qu'on sait battante et qu'on sait aussi très lente à la réaction? Mais c'est après la mort. Non, du tout pas. Il ne faut pas s'attendre à une solution venant de l'extérieur. Ouais. Donc, je peux comprendre que les Libyens parfois serrent la main au diable pour essayer d'avancer, ce qu'on peut comprendre. Mais on doit rejeter de façon systématique la régression des droits à la fois des hommes et des femmes. Parce que encourager cela voudrait dire quelque part donner une carte blanche
à ce qui se passe en Libye. Et ce qui se passe en Libye, si vous acceptez aujourd'hui que oui, les femmes, à cause du contexte sécuritaire, ne peuvent plus sortir seules, elles ne peuvent plus aller à leurs occupations, parce qu'il y a des femmes qui travaillent en Libye, il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise. Il y a d'ailleurs la ministre de la femme, par exemple, elle est fonctionnaire. Donc, voyez-vous, il y a un contexte qu'on ne peut pas refuser d'accepter ou de reconnaître. Si vous acceptez quelque part que la régression des femmes est une façon pour la Libye d'aller de l'avant, c'est un déni clair et net. Et si vous le faites, ça veut dire que, à la fois pour la question des droits de l'homme, la question des droits des étrangers, la question des réfugiés, eh bien, tout ça voudrait dire que vous prenez parti de la mauvaise façon contre tout ce drame qui se passe en Libye. Moi, je suis foncièrement contre ce qui se passe en Libye, mais en même temps, je rappelle que la Libye est un État failli. Donc, dans nos analyses, on va devoir voir le verre à moitié vide. Alors, de la Libye, nous nous rendons directement en Italie. C'est à quelques pâtés de maison. Rome a convoqué les différents acteurs pour une conférence méditerranéenne sur les migrations. Les thèmes développement et migration étaient au cœur d'une conférence au niveau des rives méditerranéennes. Alors, dites-nous un peu. Miss Meloni, dans sa logique, déjà quand vous regardez sa campagne et tout ce qui va avec, il est clair que la question de l'immigration était au cœur, puisqu'on la classifie même comme faisant partie des nationalistes. Et on sait que quand on parle de nationalistes, on parle de ceux qui fonctionne un peu comme la logique du président Trump, America First. Donc pour Giorgia Meloni, c'est Italian First. Et elle estime que les Italiens sont menacés, mais si vous allez plus loin, vous allez constater que c'est toute l'Europe qui se retrouve dans le cas de l'Italie, mais qui gère de façon différente. Et il y a plusieurs même qui refusent de se retrouver dans l'approche qui semble être proposée par Giorgia Meloni et que la France essaye d'accompagner. Essaye d'accompagner, pourquoi aujourd'hui, il semble s'inscrire dans une dynamique qu'il faut empêcher déjà les immigrants de même entamer le voyage pour se retrouver en Europe. Et la France est dans cette dynamique. Il s'agit de protéger les frontières de l'Europe en dehors de l'Europe. Maintenant, l'autre option, c'est de partager de façon assez équitable les immigrants lorsqu'ils arrivent en Europe, puisque l'Italie dit pourquoi est-ce qu'on laisse l'Italie gérer autant d'immigrants tout seul. Le caractère pragmatique des différentes solutions pose un problème. Parce qu'il faudra définir qui prendra en charge à quelle hauteur. Même si le problème est réel, le problème est naturellement réel, et qu'on dit qu'il y a certains pays européens qui ont besoin d'immigrants pour pouvoir gérer leur quotidien, étant donné que la population européenne est vieillissante, il y a toujours la problématique de l'immigration choisie que la France a déjà expérimentée et qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Et donc, ici, c'est une question assez pertinente et il y a plusieurs approches qui sont sur le terrain. On espère qu'ils vont trouver une solution. Alors, Hamza, dites-nous un peu, est-ce que l'Italie envisage-t-elle se démarquer des autres pays européens par rapport à cette question de la migration? Déjà, pour se démarquer, il faut assimiler ce qu'est une immigration comme étant un facteur de développement. Je pense que les États européens sont tous sur la même longueur d'onde par rapport à une immigration qui peut être un facteur de développement. On en est bien loin. Giorgia Meloni joue sur les émotions et je peux comprendre. Plusieurs analystes d'ailleurs voient une grande Giorgia Meloni qui préserve l'intérêt des Italiens, ce qui n'est pas vrai, parce que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je le répète, et peut-être Pierre Asner serait d'accord avec moi, 3 choses ont été mal gérées: la mondialisation, la chute du mur de Berlin et la décolonisation. En parlant de la mondialisation mal gérée, elle a occasionné ce qu'on a observé en Europe, l'afflux de la vague migratoire. Et cette vague migratoire, les Européens déjà ne veulent pas reconnaître qu'ils sont impliqués, même si c'est de façon tacite,
qui sont impliqués dans les véritables causes de cette migration. Parce que quand on évoque la migration, il y a plusieurs facteurs qu'on peut énumérer. Nous avons le facteur climatique qui est peut-être récent, quelques décennies ou plus, mais qui joue un poids important dans le rôle de la migration. Quand vous avez des villages entiers, peut-être des pans entiers de régions qui n'ont pas aujourd'hui qui ne bénéficient pas des conditions climatiques favorables, alors qu'ils sont, par exemple, à grande majorité des agriculteurs. Comment voulez-vous que ces gens-là, par exemple, assimilent une intégration par rapport à l'avenir, si ce n'est que de migrer? Il n'y a pas d'autre solution par rapport à ça. Vous avez parlé des politiques intérieures, mais les politiques intérieures déjà n'ont pas réglé leurs propres problèmes et se concentrer par rapport à la question des agriculteurs qui souffrent des problèmes climatiques. Vous voyez, c'est un peu complexe. La question aussi liée au conflit sur le continent africain, et c'est pas que sur le continent africain. Quand vous voyez un peu les chiffres, il n'y a pas que les Africains qui immigrent en réalité. Il y a les Syriens, par exemple, les Afghans, les Iraniens, et sans oublier aussi les immigrés économiques aussi qui subissent peut-être la crise liée à cette mondialisation mal gérée et de facto sont pénalisés, ils sont obligés d'aller voir ailleurs. Quand vous observez aussi les disparités sociales qu'il y a entre les pays en voie de développement et les pays de l'Occident, vous voyez qu'il y a un gouffre énorme qui sépare les États en voie de développement, donc les États du Sud, et les États du Nord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour combler cette disparité? Il n'y a pas d'autre choix que d'immigrer. Sinon, en réalité, vous prenez le PIB produit par un pays du Nord que vous comparez à un pays du Sud, en Afrique par exemple, mais l'écart est énorme. Et ça, on ne le voit pas assez, on ne le souligne pas suffisamment. Pour revenir au fond de votre question, je pense que Giorgia Meloni essaie de glaner du point déjà à l'intérieur de l'Italie. Parce que on sait que sa famille politique, on sait sur quelle base elle a été élue Premier ministre, mais en même temps, il faut consolider sa place, il faut donner une certaine légitimité à son programme politique. Elle était partie sur la base de l'affrontement direct avec la France, par exemple, lors de sa campagne. Et aujourd'hui, elle veut peut-être satisfaire un électorat. Les Italiens voient les immigrés au même titre que les Européens comme un danger, comme on parle en France du grand remplacement, ce qui semble d'ailleurs une utopie parce que en réalité, la population européenne est en chute libre. Ça, c'est une chose. Il faut remplacer les gens qui sont en train de partir techniquement, professionnellement. Il y a des métiers qui ne sont plus occupés par les Européens. Donc, l'Europe aura toujours besoin des immigrés. Mais il faut savoir assimiler la bonne immigration et la mauvaise immigration. Oui, bien sûr. Quand j'évoque la bonne migration, c'est une bonne migration qui est calquée sur un modèle de mondialisation qui prend en compte tout le monde. Qu'est-ce qu'une bonne mondialisation? C'est une mondialisation qui assimile tout le monde, qui implique tout le monde et met tout le monde sur la même table au même titre que les citoyens européens. Et c'est ça ce qui semble pour l'instant pas du tout assimilé par les Européens. Et le dernier point, et je finirai là-dessus, l'Europe a érigé Frontex pour contrôler les frontières européennes, mais ça semble toujours un échec parce que l'Europe n'assimile toujours pas que la migration peut être autrement gérée que c'est le cas aujourd'hui. Et moi, je trouve cela dramatique. L'Italie n'est pas prête de s'en sortir, même si il y a une certaine volonté pour faire mieux ou pour proposer meilleures choses. Et j'allais signaler aussi le cas de la Tunisie, par exemple. L'Italie a fait un deal avec la Tunisie pour régler le problème de la migration, mais derrière, les conséquences, vous le voyez dans le désert. Donc, je crois que tant qu'on ne va pas assimiler ce qu'est une bonne mondialisation, eh bien, la question migratoire... Alors, déjà pendant sa campagne, elle a fait
de cette question migratoire son cheval de bataille. Mais alors maintenant, au vu des réalités sur le terrain, parce que quand vous n'êtes pas encore à un poste, quand vous n'êtes pas parmi les décideurs, vous avez certainement des solutions. Vous dites non, quand je vais accéder à ce poste-là, ce sera ci, ce sera ça. Mais aujourd'hui, au vu des réalités dont elle-même elle fait face, dont elle-même vit au jour le jour, est-ce que ce serait vraiment possible pour elle aujourd'hui de fermer les frontières italiennes comme elle avait dit en son temps? C'est une question purement italienne. Si Giorgia Meloni décide de fermer les frontières italiennes, elle fera et l'Italie va assumer les conséquences. C'est une décision à prendre. Donc la possibilité de prise de cette décision existe et elle est totalement à la discrétion de l'État ou du gouvernement italien. Il y a quand même des éléments pertinents dans ce qui se passe. La menace dont on parle, elle est réelle lorsque vous êtes italien. Elle est réelle lorsque vous êtes français. Sinon, vous ne verrez pas les partis nationalistes monter de cette façon, avoir du soutien de la population. Cela signifie que ce qu'ils sont en train de défendre est partagé par un nombre non négligeable de citoyens européens. Donc, dire que c'est de l'utopie, c'est ne pas tenir compte des aspirations et de la volonté d'un nombre considérable d'Européens et dans ce cas d'espèce d'Italiens. Mieux, vous savez aujourd'hui, si on parle d'immigration, il ne faut pas éloigner le contexte économique et sécuritaire. Nous sommes dans un contexte sécuritaire qui laisse à désirer. Et lorsqu'on parle de la sécurité, lorsqu'il s'agit d'une sécurité nationale, il y a le principe de la capacité à pouvoir contrôler de façon efficace les entrées et les sorties. Parce que ce qui aujourd'hui constitue une menace sécuritaire, ce ne sont pas les guerres régulières comme on est en train de voir au niveau de la Russie et de l'Ukraine, mais c'est le caractère terroriste du comportement qui est la menace aujourd'hui au niveau sécuritaire, surtout en Europe. Et donc, lorsque vous vous retrouvez dans cette menace sécuritaire, vous avez des dispositions à prendre. On a vu plusieurs attentats en France et un peu partout en Europe. De l'autre côté, regardez la crise économique. La crise économique fait que les États, surtout européens aujourd'hui, ont des difficultés à gérer leur quotidien beaucoup plus qu'il y avait quelques années. Et donc, si ils devraient recevoir des immigrés et faire en sorte que les droits, c'est-à-dire le droit international, soit respecté, accorder des facilités, gérer le logement de ces immigrés, insérer ces immigrés dans la société, il y a un coût. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui paye la facture de cette gestion? Cette question s'est posée à l'Allemagne. Et la plupart des pays européens ne sont pas forcément d'accord pour payer la note. Et donc, il faut comprendre que la problématique, quelque part, elle est réelle. Peut-être on peut critiquer l'approche de solution lorsqu'on s'inscrit dans le contexte du droit international. Mais lorsqu'on s'inscrit dans le contexte des relations internationales, on comprend naturellement qu'il y a urgence et que quelles que soient les dispositions qui seront prises par les États individuellement, c'est ce qui passera au détriment du droit international. Pourquoi? L'histoire des relations internationales nous le montre. Alors, lors d'une des sorties médiatiques, elle n'a pas manqué de clasher la France en déclarant, je cite, « Paris exploite l'Afrique via le maintien du franc CFA ». Alors aujourd'hui, qu'elle convoque cette conférence méditerranéenne sur les migrations, on a vu qu'il y a le président Emmanuel Macron qui n'a pas fait le déplacement. Certainement, il est sur d'autres fronts. Mais le fait de convoquer cette conférence-là, est-ce qu'elle n'a pas une autre idée derrière la tête? Est-ce qu'aujourd'hui, elle ne veut pas prendre le lead par rapport à cette région méditerranéenne sur ces questions migratoires? Oui, c'est une apparence qu'elle développe, en tout cas, depuis ses multiples déclarations précédant son élection au poste de Premier ministre. Ce qui peut se comprendre, elle est dans une démarche de satisfaire déjà un électorat.
Et l'électorat aujourd'hui italien, au même titre que l'électorat qu'a rappelé mon confrère tout à l'heure, lié aux nationalistes, etc., tous les extrêmes, comme on le dit, eh bien, ils n'attendent que ça en réalité. On laisse de la pâte et ils veulent juste s'en servir. Et il faut se rappeler aussi que le rôle de l'Occident par rapport à la question migratoire, c'est un peu le voleur qui crie au voleur. Parce que quand vous êtes la source des problèmes, quand vous êtes la source des conflits, quand vous êtes les premiers émetteurs, par exemple, je parlais de la crise énergétique ou de la dégradation du climat, qui sont les premiers pollueurs? C'est l'Occident. Bon, si on inclut aussi la Chine, oui, mais les Occidentaux font partie, en réalité, des causes du problème. Que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau de la gestion des États. Tenez-vous tranquille, depuis les années 60, combien d'États faillis on a en Afrique, par exemple? C'est énorme en termes de chiffres. Combien d'États ont réussi à aller au processus démocratique sans passer par la case de conflit, sans passer par la case de guerre ou sans passer par la case de crise économique? Il y en a très peu sur tout l'échiquier continental. Donc, qui sont les fautifs? Vous allez me parler, bien entendu, des Africains et bien entendu des dirigeants qui font partie aussi du problème. On ne le nie pas assez. Mais ils ont été, d'une façon tacite ou pas, accompagnés pour que ce désastre ait lieu et continue d'une autre façon. Donc, aujourd'hui, qu'on puisse dire, oui, on ferme les portes, on peut comprendre parce que les contextes ont évolué et bien entendu, l'Occident n'est plus ce modèle économique tant développé et tant cité. Ça a changé. Les choses changent, surtout avec l'influence de la Chine et aussi l'impact des États-Unis par ailleurs. Donc, les choses changent à ce niveau. Donc, il va falloir revoir les politiques, il va falloir revoir les programmes politiques. Ça, j'en suis certain. Ça passe par là. Mais ce que je refuse, c'est qu'on indexe la migration comme étant le problème des Occidentaux. La migration n'est pas un problème à l'Occident. On veut juste faire croire aux populations que oui, le problème, c'est les autres. Vous savez, à chaque phase de l'histoire, on essaie toujours de trouver ou d'indexer, de façon choisie ou pas, quelqu'un pour être l'auteur de vos problèmes. Et ici, il est tout trouvé. C'est les immigrés. Et quand on parle des immigrés aujourd'hui, on ne parle pas des chiffres. Dans tous les débats, il n'y a pas de chiffres. Personne ne parle des chiffres. Que rapportent les immigrés en réalité en Occident? Personne n'en parle. De toutes les façons, le Premier ministre... J'allais finir là-dessus en disant, déjà sur le plan démographique, les immigrés apportent énormément. Quand on parle de grand remplacement, etc., c'est de l'utopie. Hein. La théorie du grand remplacement est née sur un plateau télévisé. Donc, voyez-vous, c'est des choses qui sont incompréhensibles. Et je finis là-dessus en disant, l'Europe ou l'Occident devrait revoir son modèle par rapport à l'intégration des immigrés. C'est vrai, ceux qui viennent à l'Europe en bateau, ceux qui viennent de façon illégale en Europe, eh bien, ils fuient quelque chose. Ça, il ne faut pas le nier. C'est des gens qui fuient des catastrophes, c'est des gens qui fuient des régimes dictatoriaux, c'est des gens qui fuient de la famine, etc. C'est des gens qui fuient. C'est des gens qui n'ont pas d'autre alternative que de fuir. Donc, il s'agit en réalité de voir que ces gens ne sont pas un danger pour nous. C'est vrai, qui va payer la facture? Mais dites-vous, qui fabrique les billets? Si vous êtes en même temps les auteurs des billets et vous dites quelque part qu'il n'y a pas d'argent, voyez-vous, il y a une politique de l'incompréhension qui fait en sorte que, oui, on met en place une critique facile et injuste par rapport à ce qui devrait être. Alors, lorsqu'on regarde un peu les résultats issus, les résolutions issues de ces travaux, on se pose la question, est-ce que le libellé exact, est-ce que c'était ça? Parce qu'après, on s'est rendu compte que oui, on a parlé de migration, mais c'était véritablement pas ça. Est-ce que, pour sortir de ce sujet italien, la première ministre italienne n'est pas déjà en train de dévoiler son véritable visage? Est-ce qu'elle n'est pas déjà en train de chercher à occuper un vide que les autres leaders tout autour de la Méditerranée ont semblé négliger? Parce qu'on a vu quand même qu'après la mort de Muammar Kadhafi, c'est là où la question migratoire est devenue véritablement importante. Oui, ce que vous dites
s'inscrit dans la logique naturelle. La nature aura du vide. Et si effectivement il y a un vide, il faudrait que quelqu'un comble. Et Giorgia Meloni est disons, une actrice politique de haut niveau. Elle sait occuper les espaces qui lui sont cédés. C'est ce qui lui a permis, avec son parti politique, de se retrouver aujourd'hui là où elle est. Et, comme l'a dit un analyste, hier, elle était contre l'Union européenne. Elle attaquait l'Union européenne, mais aujourd'hui, on a une Giorgia Meloni qui ne jure que qui est par l'Union européenne. Dans l'Union européenne, qui est dans l'Union européenne. Mais pour une autre Union européenne. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est dans l'Union européenne, mais pas pour l'Union européenne qu'elle critiquait. Et on voit les démarches. Et donc, vous avez pleinement raison. Elle est en train de vouloir reformer ce qui fonde même le socle de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne s'est construite surtout dans une dynamique de respect du droit international. La question de droits de l'homme, les questions de démocratie, ça fait les valeurs de l'Union européenne traditionnellement. Mais aujourd'hui, vous avez une Giorgia Meloni qui vient avec une Union européenne nationaliste, un peu plus nationaliste, qui s'intéresse à la question de migration. Et donc, c'est réel. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'elle est en train de surfer sur une vague qui est en train de balayer toute l'Europe. La question de l'immigration est au cœur des débats dans plusieurs pays européens, et cela fera d'elle, si les autres leaders ne se précipitent pas pour la rejoindre, l'actrice et le leader de ce nouvel Union européenne. Il faut signaler, je finis rapidement, en 2 secondes. Pas finir, je ne vous laisse pas finir. En 2 secondes. Non, pas en 2 secondes, je ne vous laisse pas finir parce que nous allons rapidement aborder notre escale de cet après-midi qui nous mène droit en Israël. Nous allons parler de la réforme judiciaire. Je me retourne vers Hamzat. Les manifestations continuent de plus belle par rapport à cette réforme. Ici même sur ce plateau, nous avons eu à débattre et ni vous ni moi, personne ne s'attendait à ce que cette réforme nous conduise jusqu'à la 29e semaine. Oui, 29e semaine de doute, 29e semaine de crise, 29e semaine de séparation entre un gouvernement et son électorat, 29e semaine, je dois dire, d'une vague d'instabilité politique qui plane sur Israël. Mais quand on prend le gouvernement en la personne du Premier ministre Benjamin Netanyahou, on peut comprendre que c'est un jusqu'au-boutiste. Il faut beaucoup plus pour l'arrêter par rapport à ce genre de choses. Et pour revenir à cette réforme, je trouve que déjà l'État d'Israël n'est pas le prototype de ce que c'est qu'une démocratie. Ça, je pense qu'on doit être bien d'accord sur la question. Donc, ça ne doit pas vous surprendre qu'un jour le gouvernement prenne des décisions aussi autoritaires ou prennent position par rapport au vote de certaines lois qui sont un frein en réalité à la démocratie ou à la séparation au principe de la séparation des pouvoirs. Israël est vraiment loin de ce que c'est une véritable démocratie. Israël est un peu comme un État mis en place par une superpuissance que vous connaissez d'ailleurs pour ramener peut-être un semblant d'équilibre dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Mais ça reste un semblant d'équilibre parce que autour d'Israël, même si dernièrement il y a beaucoup plus une volonté, il y a un allant vers une concession ou vers une certaine paix, mais une paix économique, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est les intérêts qui guident les États même des États du Proche ou du Moyen-Orient. Donc, c'est les intérêts économiques au détriment, bien entendu, d'un peuple dont on ne parle jamais assez, que sont les Palestiniens. Mais pour revenir au centre de la question que vous évoquez, je pense que si cette loi, ça va passer bien entendu, mais si ça passe, ce sera une nette régression de l'État d'Israël par rapport au principe de la démocratie et la Cour suprême qui est censée être un organe de contrôle, c'est-à-dire, par ailleurs, dans d'autres États, vous allez rencontrer pas une Cour suprême, mais peut-être une Cour constitutionnelle qui est forte, qui est une sorte de contre-pouvoir. Ce qui peut s'entendre, parce qu'en démocratie, on a besoin du pouvoir et du contre-pouvoir. Ça va de pair. Ça se permet de rétablir un certain équilibre politique et constitutionnel parfois. Mais si vous avez un gouvernement qui est
très fort au détriment d'une Cour suprême qui n'a plus son mot à dire, surtout quand il s'agit du vote des lois qui sont très importantes pour l'équilibre d'un État. Eh bien, on peut se dire, il y a problème. Voilà. Alors, Morgane, ça fait quand même 29 semaines. 29 semaines, c'est pas rien. Et au cours de ces 29 semaines, on a vu certains réservistes dire non. On a vu certains enseignants. Bref, toute la crème même de la société israélienne s'insurger contre cette réforme-là. Et le samedi, on a vu plus de 80 000 Israéliens se rendre directement vers la Knesset. Et aujourd'hui, nous avons Benjamin Netanyahou qui est malade et c'est le vice-premier ministre qui a la charge de faire voter ou non cette loi. Qu'est-ce que les jours à venir nous réservent au niveau de l'État hébreu par rapport à cette loi-là? Vous voyez, je pense que Israël est l'expression même de ce qu'on appelle démocratie, contrairement à ce que... Oui, je pense que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir qui appartient au peuple et donc qui peut changer à tout moment. On sait comment le gouvernement peut changer en Israël. Il suffit qu'on passe au vote et en un mois, on peut avoir plusieurs gouvernements en Israël, dépendant de la volonté du peuple ou de cette institution-là qui est en charge. Netanyahou est malade, ça montre combien de fois ce qui se passe est très sérieux, parce qu'on le connaît, il est assez solide. Voilà, et donc il y a une situation sociale pertinente en Israël. Et cela montre à quel point le peuple israélien est aux aguets, une fois de plus. Vous avez cité le nombre, environ 80 000 personnes. C'est énorme pour un pays. On peut parler de la population, mais non, ne regardons pas la population, regardons ceux qui sont sortis. Cela signifie que le peuple israélien tient à cœur la décision qui est en train de vouloir se prendre. Et si d'aventure, c'est une décision qui ne va pas dans le sens de ces 80 000 qui sont sortis, vous avez la garantie qu'ils resteront dans la rue et que Israël, à un moment donné, le gouvernement en place, de pas plier les chines, mais tenir compte, effectivement, soit aller pour convaincre et faire en sorte que les 80 000 comprennent que c'est dans l'intérêt de tous que cette décision veut être prise, ou simplement ne pas arriver à convaincre et se laisser convaincre par ces 80 000 et revenir sur la décision. Dans un cas ou dans l'autre, c'est la démocratie qui gagne et je pense que c'est quelque chose à féliciter, même si on n'est pas d'accord avec la façon dont ça se passe. Si on pouvait assister à cela dans certains pays, je pense que ce serait magnifique. Il y a d'autres démocraties, donc il y a plusieurs types de démocratie et celui d'Israël semble fonctionner suffisamment bien pour Israël. Alors, dernière escale de cet après-midi, des exercices militaires inédits regroupant 13 pays se déroulent en Australie. L'Australie focalise toutes les attentions avec des exercices militaires d'une ampleur inédite. On parle de 30 000 hommes. Hamzat. Oui, c'est une nouvelle démonstration de force dans cette région du Pacifique pour peut-être contrarier les plans de la Chine. Et on peut le comprendre aisément parce que déjà en mars 2023, les États-Unis avec l'Australie et la Grande-Bretagne avaient signé un traité qui puisse remettre sur selle la défense de cette zone du Pacifique, Indo-Pacifique, grâce à la fabrication de nouveaux sous-marins nucléaires. Et ça, c'est un drame qui peut remettre en question l'équilibre ou la stabilité de cette région. Parce qu'on sait que la Chine, aujourd'hui, est incontournable au sein de cette région. Mais ce type d'exercice, pour moi, c'est une nette provocation. Quand vous êtes face à ce type de choses, vous vous demandez à quelle fin? Parce que est-ce que cette région a besoin qu'on alimente déjà ce qui... Elle a besoin d'être chauffée aussi, hein, non, comme le reste du monde. Je pense que dans le contexte actuel de la géopolitique actuelle, je pense qu'on doit plus aller vers une politique de main tendue. Parce que là, provoquer la Chine, c'est pas du tout... Oui, mais comment est-ce que ces exercices provoquent la Chine? Déjà parce que c'est dans
la zone... Les mers méridionales, c'est ça? Oui, exactement, dans la zone Indo-Pacifique. C'est une zone Donc, stratégique. C'est une zone chinoise, c'est la Chine qui règne là-bas en maître? Non, c'est pas du tout la Chine qui règne en maître, mais la Chine est une puissance non négligeable dans cette zone. Ça, nous le savons. Et impliquer l'Occident avec la Grande-Bretagne et les États-Unis au sein d'une zone qui est très sensible. Vous n'oubliez pas la France quand même aussi. Et par ailleurs, le Japon aussi qui participe à ces exercices, c'est une nette provocation. Bon, beaucoup peuvent dire oui, c'est une façon pour l'Australie aussi de se protéger. Mais la Chine aujourd'hui n'est pas une menace pour l'Australie. Si c'était le cas, je pense qu'il y a bien longtemps que la Chine allait manifester cette volonté peut-être d'envahir ou de provoquer l'Australie. Ce qui semble quand même inimaginable aujourd'hui en 2023 que la Chine puisse attaquer l'Australie. Mais je pense que dans l'optique toujours de cette politique qui consiste à diviser pour mieux régner, les États-Unis continuent de jouer avec brio leur rôle. Voilà. Alors, cette opération de grande envergure baptisée Talisman regroupe 13 pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça a été également une occasion pour le Japon quand même de tirer son tout premier missile. Et vous trouvez que c'est pas magnifique? Je pense que c'est magnifique pour le Japon. Hamzat n'est pas d'accord, hein? Vous savez, nous sommes dans une redéfinition de l'espace géopolitique. Et tous les fronts sont intéressants. Et là, je comprends la pertinence que vous avez fait ressortir en parlant de la nécessité de chauffer cette zone. Parce que nous sommes... Regardez, qui a été invité d'honneur du côté de la France pour le 14 juillet? L'Inde. Vous imaginez? Et on parle de la zone. Pourquoi? Parce qu'on s'inquiète de la capacité non seulement de la Russie et de la Chine à pouvoir garder cette zone sur le plan économique, ce qui semble déjà être le cas, puisqu'on parle des BRICS de l'autre côté, mais maintenant, on s'inquiète aussi de la capacité stratégique. Et quand on parle de capacité stratégique, on voit le déploiement de cet exercice. Donc, je pense que les États-Unis qui s'intéressent à la zone, la France qui s'intéresse à la zone, et tout le reste de ces pays sont dans de bonnes guerres qu'on peut comprendre. Maintenant, va savoir pourquoi est-ce que la Chine reste calme. Pourquoi est-ce que elle est restée calme quand on sait quand même qu'elle a envoyé un navire espion? Oui, rester calme, c'est-à-dire elle n'éprouve pas forcément le besoin de faire une démonstration de force. Sait-on jamais? Tous les États ont des craintes, c'est pour cela qu'on parle d'espionnage. Même si on a du mal à l'avouer, la question de l'espionnage fait partie de la tradition des relations internationales. Je ne dis pas qu'il y a des espions, c'est pas moi qui le dis, mais les acteurs savent de quoi nous parlons puisqu'on a les services de renseignement. Donc la Chine est informée, mais n'éprouve pas le besoin de faire forcément une démonstration, contrairement à ce qui s'est passé de l'autre côté de Taïwan. Dernière question pour finir, grâce à ces exercices grandeur nature, est-ce que les Occidentaux et leurs alliés ne sont pas en train de lancer un message fort à la Chine et à la Russie au niveau de cette zone Indo-Pacifique? Le mot est dit, il s'agit d'une provocation. Et quand il s'agit de provocation... Et ça, vous ne supportez pas. Les provocations, c'est pas votre tasse de thé. Non, je ne suis pas un acteur politique pour supporter ou ne pas supporter. Je ne suis qu'un analyste. Et je peux me tromper d'ailleurs en tant qu'analyste. Mais je crois que ça reste une provocation. Et l'heure n'est pas du tout à la provocation. Je continue d'insister là-dessus, surtout dans cette zone qui est, pour l'instant, depuis Pearl Harbor, épargnée des conflits interétatiques. Cette zone, en tout cas pour l'instant, est épargnée. Cette région n'a pas besoin d'un conflit supplémentaire. Regardez ce qui se passe du côté de l'Europe, au cœur de l'Europe. Vous avez un conflit qui a commencé et dont on ne sait toujours pas la sortie. Donc, voyez-vous, si un conflit doit naître parce que alimenté par des États-Unis ailleurs qui profitent de cette division pour mieux régner. Ça a toujours, même si on parle d'un soft power à l'américaine, ce soft power est relégué au calendrier grec depuis 2003 avec l'attaque de Bush en Irak. Donc, moi, je pense que la politique américaine qui consiste à alimenter les divisions, qui consiste à alimenter les conflits, qui consiste par ailleurs à alimenter les différences et divergences, est un risque énorme pour
le monde entier. Mais je reste optimiste par rapport à cette finalité parce que je doute vraiment que l'Australie puisse entrer dans ce piège qui consiste à peut-être braquer une arme sur la Chine, parce que ce serait une terrible erreur et qui menacerait, je vais dire, toute l'humanité entière. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zaï TV, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de cet après-midi. Nous sommes allés au Liban, nous sommes allés en Libye, nous sommes allés en Italie. Nous avons fait une brève escale du côté de l'État hébreu et nous avons clôturé par l'Australie. Merci d'avoir passé ces meilleurs moments avec nous et restez toujours câblés. Zaï Télévision, une autre façon de s'informer, la télévision de l'excellence, tout simplement.